Voici donc la conclusion au chapitre 3 sur les sports et ses définitions, une construction historique. Et nous allons tout de suite passer à la troisième partie qui est celle de la conclusion de ce chapitre. Et donc tout d'abord un résumé de ce qu'on a vu dans ce chapitre. Avant la naissance des sports modernes, on a donc vu que les sports ou les désports étaient des pratiques d'amusement. Bien moins que l'engagement moteur, c'est le sens de la pratique qui détermine le sport. À partir du XIXe siècle, l'engagement moteur devient l'élément prépondérant. Selon Norbert Elias, que vous reverrez en licence 2, ce n'est pas un hasard si les sports modernes naissent en Angleterre, alors que le processus de civilisation est bien avancé et que se met en place un centralisme étatique. En même temps que les sociétés occidentales se pacifient, les premiers mouvements gouvernements parlementaires se mettent en place, un système par élection dont le principe politique devient pour le gagnant de respecter le perdant et pour le perdant de respecter le résultat de l'élection, de ne pas essayer de reprendre le pouvoir par la force. Et donc, dans ce même temps, l'usage de la violence devient un monopole de l'État, de sorte que les citoyens doivent s'autocontrôler. Et enfin, avec la deuxième révolution industrielle, un grand nombre d'individus migrent vers les grandes villes où ils doivent gérer une bien plus grande proximité avec les autres, alors que l'économie va devenir basée sur l'argent. Tous ces facteurs, entre autres, expliquent pour Elias la naissance des sports modernes, qui sont créés comme quasiment les seuls espaces où l'on peut utiliser la violence, mais utiliser une violence de manière maîtrisée, très réglementée, où l'on peut libérer de manière contrôlée ses émotions. Elias va ainsi arriver à une définition du sport particulière. Pour lui, le sport est finalement une forme de combat qui donne du plaisir sans choquer la conscience. Il dit ça dans La violence maîtrisée. Du milieu du XIXe siècle jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, la situation est plutôt stabilisée autour de quelques sports qui se structurent au niveau réglementaire, qui s'organisent sur le plan associatif et qui sont pratiqués de manière plutôt compétitive. Et évidemment, le sens que le mot sport va prendre a un lien avec cette évolution historique. À partir des années 1950, on note une transformation des APS telles qu'elles se sont constituées jusqu'alors, avec dans les années 60 une massification des pratiquants, dont celle des licenciés. Depuis les années 70, il y a eu une profonde diversification des pratiques sportives. Finalement, c'est presque de nouveau le sens de la pratique qui peut déterminer le sport. À l'heure actuelle, on dénombre à la fois une grande diversité de pratiques et une grande diversité de modalités et de finalités de pratique. Et je vous demande, de ce point de vue-là, de retenir l'exemple de l'escalade. L'escalade, c'est une pratique qui descend de l'alpinisme et qui s'en est définitivement séparée dans les années 70. Il existe l'escalade en salle équipée, SAE, il y a celle de pleine nature et alors il y a la longue voie ou plus de 80 mètres. Il y a la queen autour de 20-30 mètres, où il y a encore le bloc. Ce sont donc des modalités de pratique qui engagent différemment le corps, qui appellent plus ou moins de force, de prise de risque, d'endurance, et dont les pratiquants ne sont pas nécessairement les mêmes. On a aussi des finalités de pratique différentes. Il y a l'escalade loisir ou éducative, l'escalade de compétition, l'escalade des puristes qui cherchent à ouvrir de nouvelles voies les plus dures possibles, jamais effectuées dans des contrées sauvages. Voici donc un bon exemple à retenir de la diversité des pratiques. Vous pouvez trouver de nombreux autres exemples. Mais donc toute cette historique-là, je ne le fais pas pour faire l'histoire des sports, mais bien pour comprendre l'évolution de la définition qu'on a pu donner du sport ou des sports au fur et à mesure de l'évolution de ces pratiques.
La diversité des pratiques amène en fait à penser qu'il n'existe pas le sport, mais des sports qui ne répondent pas tous à une même définition et qui véhiculent chacun une culture et des valeurs différentes et communes à chacune de ces pratiques. Dès 1887, les sociologues de l'INSEP faisaient cette réflexion. Les APS ne se présentent plus aujourd'hui comme un ensemble homogène relevant d'une idéologie unitaire. Encore une fois, c'est l'enquête de 85-87 des pratiques sportives des Français de l'INSEP, menée par Irlinger, Louveau et Metoudi. Néanmoins, si on garde à l'esprit la spécificité historique du sport, on peut peut-être arriver à se mettre d'accord sur une définition. Il y a en fait 2 définitions qui se rejoignent et qui permettent de dire que ce qui est au fondement du sport et qui, permet par la suite de définir les autres sports actuels par rapport à celle-ci, c'est celle d'un côté de Jean-Marie Brome et de l'autre de Pierre Parlebas, qui en fait, partagent des points de vue théoriques très, très différents, mais finalement, quelque part, se rejoignent. Déjà, celle de Jean-Marie Brome, sociologie politique du sport, donc c'est une sociologie, qui est extrêmement critique, des travaux qui sont très, très critiques par rapport au sport et qui considèrent le sport comme l'opium du peuple. Donc Jean-Marie Brome, dans Sociologie politique, paru en 76 à Paris, aux éditions, de Large, nous dit: «Le sport est un système institutionnalisé de pratiques compétitives à dominante physique, délimitées, codifiées, réglées conventionnellement, dont l'objectif avoué est, sur la base d'une comparaison de performances, d'exploits, de démonstrations, de prestations physiques, de désigner le meilleur concurrent, le champion, ou d'enregistrer la meilleure performance, record.» Pierre Parlebas, de son côté, qui est plutôt, un disciple de, Raymond Boudon et prône la théorie de l'acteur rationnel. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Théorie de l'acteur rationnel, c'est, voir dans les actions des individus, leur choix rationnel en fonction de coûts, risques, bénéfices. Parlebas, donc, en 86, dans Éléments de sociologie du sport paru au PUF, nous dit: «Le sport est avant tout une situation motrice, ce critère éliminant les jeux non moteurs tels les échecs par exemple.» Donc, entre parenthèses, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas, hem, la pertinence du fait que, la fédération, sportive des échecs existe à une délégation de la part du ministère des Sports. Donc le sport est avant tout une situation motrice. Cette tâche motrice est assujettie à des règles définissant une compétition, très rejetant les activités libres et improvisées. Enfin, et c'est là que gît une grande part de son identité sociologique, le sport est un fait institutionnel, très excluant l'immense cohorte des jeux non reconnus par les instances officielles. Le sport représente donc la motricité ludique et compétitive approuvée par l'institution. Parmi l'ensemble des jeux sportifs, les sports ont pour commun dénominateur d'avoir été élus et consacrés par les instances officielles. Ce trait distinctif de nature sociologique différencie le sport du non-sport dont les jeux qui sont dits traditionnels par opposition à institutionnels. Je vous propose une de ces définitions résumées à retenir. En 81, il indique de manière plus concise: le sport, c'est l'ensemble des situations motrices, codifiées, sous forme de compétition et institutionnalisées. Certes, cela continue à exclure beaucoup de pratiques qui nous semblent être du sport. Cependant, quand on repense aux activités libres, qui ont été les premières à semer le désordre dans les définitions, on se rend compte que la définition de Parlebas est tout de même opératoire. En effet, l'escalade, lorsqu'elle, devient compétitive avec une fédération et cetera, eh bien, on va parler d'escalade sportive. Quand la danse est organisée en compétition, on parle de danse sportive. Quand la gym, qui au départ,
est un entraînement corporel devient compétitif, on va parler de gym sportive. Les 3 critères qui apparaissent ainsi essentiels ici, c'est finalement d'une, l'engagement moteur et de 2, l'institutionnalisation et sa corollaire, la compétition, dont découle l'organisation associative et fédérative, les règlements, les volontés de record, etc. Ces critères font plutôt l'unanimité chez les chercheurs qui veulent prendre une définition claire de ce qu'est le sport. Mais ces critères continuent à ne pas faire néanmoins l'unanimité, notamment le côté compétitif. Et surtout sont trop restrictifs pour bien comprendre l'ensemble des pratiques physiques des Français. Ainsi, la dernière enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives des Français de 2010. Cette enquête nationale, elle pose une question très ouverte. Elle exclut certains jeux de société et des activités physiques qui se pratiquent uniquement chez soi sans but possible de compétition, comme la Wii. Mais elle conserve les échecs, car ils forment curieusement, comme on l'a vu, une fédération sportive. Donc cette question c'est, au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait, même occasionnellement, y compris pendant vos vacances, des activités physiques et sportives? Nous parlons des activités physiques et sportives en dehors des cours obligatoires d'éducation physique et sportive à l'école. Les jeux de société hors échecs, jeux de cartes, jeux vidéo, hors Wii Sport, Wii Fit, activités de jardinage, bricolage, activités manuelles ne sont pas acceptées. Mais vous voyez donc que la Wii finalement est plus ou moins intégrée. Et cette enquête va faire une relance avec une liste importante mais non exhaustive de pratiques physiques, à propos desquelles on ne sait pas vraiment la manière dont ils les ont choisis, et qui citent les échecs spécifiquement, peut-être pour les mettre de côté et réinclut cette fois la Wii. Marche-balade, randonnée, alpinisme, etc. Je vous laisse lire. Pourquoi la Wii serait-elle du sport? Et on en revient à l'exemple du paintball donné dans le précédent cours. Parce que les individus qui pratiquent du Wii Fit, par exemple, le vivent comme une activité physique? Parce que, comme depuis ses origines, le sport a une relation avec le capitalisme et le marché de la forme, et c'est un marché qui intéresse les entreprises de services comme celle des jeux vidéo. Ça serait plutôt la position de Jean-Marie Brun, par exemple. Parce que, depuis plusieurs années, le ministère de la Santé insiste sur le message «manger, bouger» et que dans ce cadre, le ministère parle de l'importance d'activités physiques mesurées dans laquelle la Wii pourrait être incluse et que ça peut donc jouer sur la définition qu'ont les gens de la pratique sportive. Pour une autre raison encore, bon, je vous laisse choisir la réponse, sachant que finalement, la réponse est peut-être, une de celles-ci comme, un mix, mais surtout la réponse, c'est une option théorique que vous faites. Oui, on a vu que la sociologie va mettre des faits en lumière en essayant d'être objective, mais à partir du moment où elle propose une explication ou une interprétation, alors elle est subjective parce qu'elle va choisir un angle théorique, des lunettes, comme on a vu aussi. L'important, en fait, c'est qu'elle soit claire sur sa position. Ce qu'on peut dire au final, c'est qu'en tout cas, le sport est un produit social. Des transformations sont apparues au gré des contraintes contextuelles et des actions individuelles et collectives. Le sport est un produit social. Une proposition qui semble sage et qu'on peut choisir, c'est celle de Thierry Terret, qui propose d'adopter 2 niveaux de définition. Un sens restreint où le sport désigne l'ensemble des pratiques physiques codifiées, institutionnalisées, réalisées en vue d'une performance ou d'une compétition et organisées pour garantir l'égalité des conditions de réalisation. Et un sens plus étendu où il englobe tout type d'activité physique réalisée dans un but récréatif, hygiénique ou compétitif et dans un cadre réglementaire minimal.
Qu'est-ce qu'on vous demande de retenir précisément de ce cours et de ce chapitre? Eh bien, ce dernier chapitre, il doit vous servir, à comprendre à la fois, eh bien, comment évoluent dans le temps des pratiques, donc là, en l'occurrence, les pratiques dites sportives et donc les définitions qui en sont données, les évolutions qu'ont connues les pratiques sportives depuis l'avènement du sport moderne, comment on peut les expliquer et comment ça permet d'expliquer les évolutions des définitions. Et deuxième chose, la plus importante, comment, peut se construire la ou les définitions sociologiques d'un objet, suivant la position théorique, des personnes qui donnent ces définitions. On a vu que définir, c'est inclure et exclure, en fonction d'un contexte socio-culturel et aussi en fonction de choix théoriques que le sociologue doit affirmer et mettre en avant. Et ça, vous devez donc pouvoir en rendre compte de cette difficulté de construire une définition pour la définition du sport.